Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet omniprésent, parfois un peu anxiogène, mais bon, absolument crucial, la cybersécurité. Une idée qui revient tout le temps dans les lectures qu'on a explorées pour cette analyse, c'est une collection d'articles, d'études de cas de la Harvard Business Review. C'est que la cybersécurité, eh bien, ça a débordé du bureau des informaticiens. C'est devenu l'affaire de tout le monde dans une entreprise. Ah oui, absolument. Et ce qui est frappant, en fait, c'est que malgré des investissements qui grimpent en flèche, les brèches de sécurité semblent pas seulement inévitables, mais leurs conséquences sont de plus en plus lourdes. Les chiffres montrent une augmentation constante du coût moyen de la cybercriminalité. On a beau renforcer les défenses, on a l'impression de courir sans cesse après des attaquants toujours plus malins. C'est exactement ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décrypter un peu ce paysage complexe à partir de ces sources HBR. Pourquoi cette discipline est si stratégique, bien au-delà de la technique IT? Quels sont les vrais défis pour les entreprises en termes de leadership, de culture et bien sûr de facteurs humains? Et surtout, quelles pistes se dessinent pour mieux naviguer là-dedans? C'est une exploration essentielle pour les dirigeants, les managers, mais bon aussi pour quiconque s'intéresse au rouage de notre monde connecté. Alors, commençons peut-être par regarder la menace en face. Il y a cette idée assez directe dans nos lectures, la promesse initiale d'un monde connecté, ouvert, s'est heurtée à une réalité bien plus sombre. Oui, une des sources parle même d'une vérité brutale. Aucun système numérique critique, connecté à Internet, ne peut être rendu totalement sûr. Jamais. C'est un point de départ un peu rude, oui, mais fondamental à accepter. Fini le rêve de la forteresse imprenable. Oui, c'est une donnée incontournable, surtout quand on voit qui sont les adversaires. Les sources évoquent des acteurs très divers et de plus en plus capables, des États-nations avec des capacités considérables, le crime organisé, très structuré, des groupes activistes. Les exemples comme WannaCry ou NotPetya, qui ont causé des milliards de dollars de dégâts, montrent bien l'échelle potentielle des catastrophes. On est loin du piratage artisanal, quoi. Il y a ce paradoxe intéressant soulevé par Richard Danzig, l'ancien secrétaire à la marine américaine, qui est cité: «La technologie nous offre des capacités incroyables, mais chaque avancée nous rend aussi plus fragiles. Plus nos systèmes sont complexes, interconnectés, plus il y a de portes d'entrée potentielles en fait.» Et les statistiques confirment cette ambivalence. Certaines études montrent que les entreprises bloquent effectivement une plus grande proportion d'attaques ciblées. On cite un chiffre, c'était 87% pour 2018. Mais le nombre total de brèches réussies, lui, il ne baisse pas vraiment. Pourquoi? Simplement parce que le volume global des attaques explose. On améliore nos boucliers, mais on nous tire dessus avec de plus en plus de munitions. C'est ce qui nous conduit logiquement à nous interroger sur l'efficacité des approches traditionnelles. Si dépenser plus en hygiène cyber ne suffit pas, qu'est-ce qui cloche? Ah, c'est la grande question. L'hygiène cyber, ce sont les bases. L'inventaire du matériel et des logiciels, les pare-feux, les systèmes de détection, la formation des employés au phishing, les tentatives d'isoler certains réseaux, les fameux air gaps. C'est nécessaire, bien sûr, mais nos sources sont claires, c'est insuffisant face à des attaquants déterminés. Oui, les exemples de Target, Sony et Equifax, des entreprises qui avaient pourtant investi dans cette hygiène, le prouvent douloureusement. Certains experts cités vont même jusqu'à dire que cette hygiène, c'est au mieux un ralentisseur pour les menaces les plus sérieuses. On sent presque un certain fatalisme chez certains responsables sécurité face aux attaques étatiques, par exemple. Et ce décalage, on le retrouve au plus haut niveau. Une des analyses pointe les difficultés des conseils d'administration à saisir l'urgence du sujet. Les chiffres montrent qu'une minorité d'administrateurs se sentent réellement préparés ou très préoccupés par le risque cyber. Pourquoi ce décalage alors? Apparemment, c'est un manque d'expertise spécifique au sein des conseils, et puis des processus internes qui ne sont pas toujours adaptés pour évaluer ce type de risque, très technique, très évolutif. Du coup, les conseils ont tendance à se focaliser sur des sujets qu'ils maîtrisent mieux: la finance, les réglementations, les talents. Et l'économie comportementale, là, elle offre un éclairage passionnant sur les raisons du sous-investissement chronique. Nos lectures suggèrent que nos propres modèles mentaux nous jouent des tours. On a tendance à voir la cybersécurité comme une forteresse à bâtir une fois pour toutes, ou pire, comme une simple liste de conformités à cocher, respecter telle ou telle norme, comme les standards NIST ou FISMA. Mais ça ne garantit rien. C'est une vision très statique, ça, pour un problème éminemment dynamique. Exactement.
Et puis s'ajoutent des biais cognitifs bien connus. Le biais d'affect, on réagit mieux à une histoire marquante, à un récit d'attaque vécue, qu'à des statistiques abstraites sur les risques. Et le fameux biais de surconfiance. Beaucoup de dirigeants pensent que leur entreprise est mieux protégée que les autres, ce qui est statistiquement peu probable, évidemment. Tout cela plaide pour un changement fondamental de perspective qui est souligné dans nos sources. Il faut arrêter de penser en termes de mitigation du risque, l'idée qu'on peut éliminer le problème, et passer à une logique de gestion continue du risque. Accepter que la cybersécurité, c'est pas un projet avec une fin, c'est un effort permanent. Et cette acceptation, justement, elle ouvre la porte à des stratégies différentes qui vont au-delà de l'empilement technologique. Oui, par exemple, cette approche décrite comme radicale de l'Idaho National Lab, INL, c'est un laboratoire américain spécialisé dans la sécurité des infrastructures critiques. Pour les systèmes industriels les plus sensibles, leur idée, c'est d'identifier les fonctions vitales, les joyaux de la couronne, et de réduire drastiquement leur dépendance au numérique et leur connectivité. Ah oui, carrément. Oui, quitte à revenir à des contrôles manuels, analogiques, humains. Et ça met parfaitement en lumière le rôle central de l'humain, un thème qui revient sans cesse. Une des analyses suggère même que le meilleur investissement en cybersécurité pourrait être une meilleure formation, une meilleure sensibilisation. C'est le grand paradoxe. L'humain est la première et la dernière ligne de défense. Mais c'est aussi la plus grande vulnérabilité. La curiosité mal placée, l'ignorance des risques, la simple négligence, parfois même l'orgueil. Nos propres travers sont exploités par les attaquants. Les sources parlent même de malwares humains. Une des lectures introduit le concept de risk agility, l'agilité face au risque. Avec une idée simple, sense something, do something. Si quelque chose semble bizarre, il faut agir, pas ignorer. L'exemple du piratage de 80 millions de dollars via SWIFT est incroyable. Il a été partiellement stoppé parce qu'un employé de banque a tiqué sur une faute d'orthographe dans une instruction de paiement. Ça montre la puissance de la vigilance individuelle, c'est sûr. Mais comment la cultiver? Comment corriger nos mauvaises habitudes collectives? Plusieurs pistes comportementales sont explorées. Une idée intéressante est que des règles de sécurité simples et claires sont souvent plus efficaces que des règles trop complexes que personne ne respecte. Le cas classique, le mot de passe ultra complexe, écrit sur un post-it collé à l'écran. Ah oui, ça, on l'a tous vu, voire fait. Avons-le. C'est tellement vrai. Une autre approche, c'est d'utiliser les coups de pouce comportementaux, les nudges. L'idée, c'est pas de contraindre, mais d'orienter doucement vers des comportements plus sûrs. Par exemple, configurer les options par défaut de manière sécurisée. Le VPN activé par défaut plutôt qu'en option. L'authentification à deux facteurs, la 2FA, activée par défaut. Le chiffrement des disques durs activé par défaut. L'idée, c'est de rendre la sécurité facile et l'insécurité un peu plus compliquée. C'est l'opt-out plutôt que l'opt-in. Autre nudge, utiliser des engagements calendaires pour les mises à jour. Plutôt qu'une simple notification mise à jour disponible, proposer à l'employé de bloquer 15 minutes dans son agenda pour l'installer. Ça lutte contre la procrastination. Il y a aussi l'utilisation de la preuve sociale. Montrer aux employés comment leurs pratiques se comparent à celles de leurs collègues. Un peu comme ces systèmes qui vous disent si vous consommez plus ou moins d'énergie que vos voisins. On pourrait imaginer un indicateur de santé cyber personnelle. Oui, c'est pas bête. Et enfin, remplacer les formations annuelles, souvent, soyons honnêtes, barbantes par du feedback immédiat et continu. Des outils existent, comme PhishMe, qui est mentionné, qui envoie de faux emails de phishing et explique l'erreur si l'employé clique. C'est apprendre en faisant, au moment où ça compte. Au-delà de ces techniques, il y a une dimension culturelle essentielle. Rendre l'équipe IT moins perçue comme des gendarmes et plus comme des partenaires. Il faut créer un climat où les gens osent signaler une anomalie, un doute, sans craindre d'être réprimandés. Absolument. Et tout cela nous ramène à un concept clé qui émerge fortement des lectures, la confiance. Dans un monde où la complexité des logiciels rend impossible de tout vérifier, comme le souligne un expert cité, Olav Lisné, eh bien la confiance devient un avantage concurrentiel majeur. Il ne suffit plus de dire qu'on protège les données, il faut le démontrer, le signaler activement. La communication d'Apple sur la vie privée menée par Tim Cook est citée comme exemple de cette stratégie. Mais si on accepte que les brèches sont quasi inévitables, la question qui suit, c'est comment bien réagir après coup. Et là, les sources pointent des erreurs assez fréquentes chez les dirigeants. La première, et peut-être la plus dommageable pour la réputation, c'est d'attendre trop longtemps avant de notifier les victimes. Les cas d'Equifax et Target sont emblématiques.
Retenir l'info, ça ne fait qu'aggraver la situation. Ensuite, la qualité du service client post-incident est cruciale. Les critiques ont plus sur Yahoo pour ne pas avoir forcé la réinitialisation des mots de passe après une fuite massive, ou sur Equifax qui a tenté de faire payer les victimes pour geler leur crédit. Oui, c'est ajouter l'insulte à l'injure, clairement. Le manque de transparence est un autre écueil. Sony avait été critiqué pour sa communication jugée confuse, tardive, lors de l'attaque contre le PlayStation Network. Et enfin, le refus d'assumer la responsabilité. Le PDG d'Equifax qui s'excuse publiquement, puis blâme un employé isolé devant le Congrès américain. Ça laisse une très mauvaise impression durable. Au-delà de la réaction, il y a aussi des stratégies plus proactives qui sont évoquées, comme la défense active. De quoi s'agit-il exactement? Alors, l'idée de la défense active, telle que présentée, ce sont des actions menées sur son propre réseau pour contrecarrer une attaque en cours. C'est plus dynamique que la simple surveillance passive. Mais attention, il faut bien la distinguer du hacking back. Ça, ce serait de contre-attaquer l'assaillant sur son territoire. Le hacking back est fortement déconseillé aux entreprises car c'est souvent illégal et très risqué. Les sources mentionnent d'ailleurs un projet de loi controversé aux États-Unis, nommé ICDC, qui visait justement à clarifier les limites légales de ces actions défensives actives. Le paysage des menaces lui-même évolue. Une des analyses souligne la convergence de plus en plus forte entre la protection de la vie privée, privacy, et la sécurité. Avec le big data, l'intelligence artificielle, le risque n'est plus seulement l'accès non autorisé aux données brutes. C'est exact. Le risque majeur devient aussi les inférences qu'on peut tirer de ces données, même si elles sont anonymisées ou agrégées. On peut déduire des informations très sensibles, opinions politiques, état de santé, orientation sexuelle, que les personnes n'ont jamais eu l'intention de partager. Ça questionne la pertinence même du consentement tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et ça rend les méga fuites de données comme celles de Marriott ou Yahoo encore plus graves sur le long terme. On ne sait pas quelles corrélations seront faites demain avec ces données volées, pour quels usages. Tout à fait. Et pour élargir encore la perspective, un article aborde les liens complexes entre commerce international et cybersécurité. On voit des gouvernements interdire des produits pour des motifs de sécurité allégés, l'Allemagne bloquant une poupée connectée jugée espionne, Kayla, les États-Unis limitant l'usage des logiciels russes Kaspersky ou des équipements chinois Huawei. C'est devenu un véritable enjeu géopolitique et économique. Comment les entreprises naviguent-elles là-dedans? Eh bien, elles doivent développer des stratégies. Certaines acceptent les restrictions, d'autres tentent le compromis, d'autres défient les décisions, quitte à se faire bloquer, comme LinkedIn en Russie. D'autres encore, comme Huawei avec le Royaume-Uni à une époque, essayent de collaborer étroitement avec les autorités via des centres d'évaluation pour prouver leur fiabilité, même si ça ne suffit pas toujours à lever les doutes. C'est un jeu complexe et mouvant. Et bien sûr, impossible de regarder vers l'avenir sans parler d'intelligence artificielle. Les sources la présentent comme une arme à double tranchant en cybersécurité. Tout à fait. D'un côté, l'IA va permettre de créer des attaques beaucoup plus sophistiquées, automatisées, capables de s'adapter en temps réel. De l'autre, l'IA sera indispensable pour bâtir les défenses capables de détecter et de contrer ces nouvelles menaces à une vitesse surhumaine. On se dirige clairement vers une course aux armements cybernétiques basée sur l'IA. Les lectures soulèvent aussi des questions plus vertigineuses sur les risques d'une IA super intelligente qui deviendrait hors de contrôle ou malveillante, le fameux risque existentiel. Ça met en lumière l'importance croissante de la recherche sur la sécurité de l'IA elle-même, la AI safety. Oui, et un risque plus spécifique, peut-être plus proche, est aussi mentionné, celui lié aux interfaces cerveau-ordinateur. Si ces technologies se développent, elles deviendront des cibles incroyablement sensibles, avec des conséquences potentielles effrayantes sur notre intimité et notre autonomie. Quel parcours? Si on essaye de distiller un peu l'essence de cette exploration des sources HBR, qu'est-ce qui ressort le plus? Premièrement, la cybersécurité, c'est l'affaire de toute l'organisation, pas seulement des experts techniques. Deuxièmement, les approches traditionnelles, l'hygiène de base, bien que nécessaire, sont loin d'être suffisantes. Troisièmement, le facteur humain est au cœur du sujet. C'est la plus grande faille, mais c'est aussi potentiellement le levier le plus puissant si on investit intelligemment dans la culture, la formation et la conception de systèmes qui tiennent compte de nos biais. Et quatrièmement, on voit un glissement stratégique de la quête illusoire d'une sécurité parfaite vers une gestion continue du risque, axée sur la résilience et de plus en plus sur la construction active de la confiance. Et enfin, le paysage est en pleine effervescence.
L'IA change la donne, la frontière entre sécurité et vie privée s'estompe, et puis les enjeux géopolitiques et commerciaux s'invitent constamment à la table. C'est une excellente synthèse, oui. Ça montre bien à quel point ce sujet est devenu central et multidimensionnel pour toute organisation aujourd'hui. Pour conclure, une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens après ces lectures. Si on admet qu'une sécurité numérique parfaite est impossible, que la complexité nous dépasse et que la vigilance humaine a ses limites, alors la compétence la plus critique pour naviguer l'avenir de la cybersécurité n'est peut-être pas technique. Ne serait-ce pas plutôt cette capacité, difficile à construire et à maintenir, qu'est la confiance dans un écosystème numérique fondamentalement incertain? C'est une question profonde, en effet. Placer la confiance et la capacité à la générer et la mériter au centre de la stratégie cyber, au-delà des outils, oui, c'est effectivement une perspective très forte pour penser les défis à venir. Voilà qui achève notre analyse approfondie pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci.